Simon Pagenaud, 500 miles d'Indianapolis, il l'a fait. Et il voilà, s'impose le drapeau à damier, non. La victoire de Simon Pagenaud. Mesdames, messieurs, si je vous dis IndyCar, vous allez commencer à savoir de qui je vous parle. Si je vous dis que c'est un pilote français, ça va commencer aussi à se resserrer. Vous allez savoir encore mieux de qui je parle. Si je vous dis qu'il a 36 ans, qu'il est champion IndyCar et qu'il a remporté les 500 miles d'Indianapolis, vous allez évidemment savoir de qui je parle. Notre invité au CCS aujourd'hui, c'est Simon Pagenaud, le pilote français. Bonsoir Simon. Bonsoir et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Plaisir partagé, évidemment. Et puis, pour poser les bases de cette interview, de cet entretien avec Simon Pagenaud, je ne suis évidemment pas seul. Trois soldats du CCS sont avec moi aujourd'hui, des spécialistes Paul, Jimmy et Raphaël. Bonjour à tous les trois. Bonjour Clément, bonjour Simon. Bonjour Simon. Bonjour. C'est un réel plaisir, évidemment, de vous avoir, Simon Pagenaud, avec nous dans cet entretien ce soir. On va séparer l'interview en deux temps. Évidemment, parler un petit peu d'actu dans un premier temps. La saison d'IndyCar donc, reprend à la mi-avril. On a tout un tas de petites questions à vous poser là-dessus. Et puis, dans un deuxième temps, on va s'intéresser plus à vous, vous en tant que sportif, vous en tant que professionnel et vous en tant qu'Américain maintenant, puisque ça fait quelques années que vous êtes là-bas. Donc voilà, on va parler… Français modifié. Bien sûr. Revendiquer mon Morionais, évidemment. Mais voilà, on va parler aussi de vous dans cet entretien. On commence donc par l'actualité, on ne perd pas de temps. Et puis Jimmy, je te laisse poser la première pierre. Évidemment, l'actu, on va dire, chaude, c'est malheureusement le report de la saison. Et je voulais savoir, pour vous, c'est vraiment contraignant, évidemment c'est contraignant. Qu'est-ce que ça fait pour vous de rouler sans spectateurs dans les gradins comme ça Ouais, c'est un gros ajustement. Ce qui a été le plus frappant l'année dernière, c'était notamment les 24 heures du Mans, j'allais dire. Les 500 miles d'Indianapolis sans spectateurs. C'est une arène qui a tellement d'énergie d'habitude avec 350 000 personnes présentes, des drapeaux qui volent partout, les gens qui sont debout et qui crient. C'est une ambiance incroyable. Honnêtement, c'est la seule course qui permet de ressentir ce genre d'émotion. Donc, grâce au public. Donc, l'année dernière, on n'avait pas le public. C'était triste et dommage. Mais évidemment, c'était déjà bien qu'on puisse faire la course malgré tout. Et je dirais que ce soit IndyCar et également NASCAR ici aux États-Unis se sont très bien organisés pour pouvoir, malgré tout, avoir une compétition. Et on a eu un championnat, je dirais, presque complet l'année dernière avec 14 courses au lieu de 17 et un système qui a bien fonctionné. On n'a pas eu de pilotes qui ont eu le Covid et puis il y a eu très peu de cas dans le paddock. Donc ça, c'est bon. On repart un petit peu sur le même format cette année. Malheureusement, Saint-Petersburg en Floride ne sera pas la première course qui était prévue début mars. Elle sera, pour l'instant, on imagine mi-avril. Donc, on débute à Barber, qui est un circuit routier, le 11 avril. Alors, ça change un petit peu les choses pour moi parce que ça décale ma préparation physique et mentale qui était prévue pour démarrer le 9 mars. Et c'est vrai que quand je pense à comment régler la voiture, comment discuter avec mon ingénieur, j'étais plus dans l'attente d'un circuit en ville qui sont des réglages complètement différents d'un circuit routier. Donc voilà, ça change un petit peu les choses, mais on s'adapte. Et de toute façon, aujourd'hui, je crois que pour tout le monde, il faut s'adapter. Oui, du coup, le début de saison décalé, vous dites que c'est la préparation physique est décalée également. Est-ce que du coup, vous continuez à l'usine à développer la voiture ou ça reste assez figé et sur les réglages aussi de l'année dernière, il y a beaucoup de modifications, vous la sentez bien Alors là, pour l'instant, la seule séance d'essai que j'ai eue, c'était l'année dernière. C'était en novembre. C'était le lendemain de Saint-Pete. On est allé à Barber, justement. Donc, ça remonte. La dernière voiture que j'ai pilotée, c'était la voiture des 24 heures de Daytona, la Cadillac. À part ça, j'ai la chance d'avoir un simulateur à la maison qui est bien développé, qui me permet de me préparer. Malheureusement, l'équipe Penske, je dirais… malheureusement et heureusement, ils sont dans un système, ils prennent tellement de précautions pour éviter qu'on ait des cas dans l'écurie que je n'ai pas vraiment accès à l'écurie. Très honnêtement, en 2020, j'y suis allé 2 fois, il me semble, seulement, alors que j'habite à 20 minutes.
Mais on fait beaucoup de rendez-vous sur Zoom, évidemment, ou sur Teams pour préparer les séances d'essai, pour préparer les courses. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins d'essais l'année passée. Maintenant, on a une bonne compréhension quand même de la voiture avec l'aéroscreen maintenant. Et donc, l'écurie est en évolution constante. Les gens de l'écurie sont là-bas toute l'année, toute la semaine. Et on continue d'évoluer. Donc voilà. Et justement, vous parliez de l'aéroscreen. Je le rappelle, c'est une sorte de pare-brise de plus, entre guillemets, qui recouvre l'avant du cockpit. Ça a été introduit la saison dernière, c'est ça? Oui, Et c'est ça. pour vous, qu'est-ce que ça a changé, au moins lors des premières courses dans la voiture? Alors, le gros changement, c'est l'équilibre de la voiture. C'est pas, ça a changé l'équilibre parce que ça a rajouté du poids sur l'avant de la voiture, ce qui en fait la stabilise et lui rend un train avant moins mordant au milieu des virages, par exemple. Donc, D'accord. on a une voiture qui tourne moins facilement au milieu des virages, mais qui freine mieux, qui accélère mieux. C'est surprenant. Mais comme on n'a pas eu d'essai, c'était difficile de trouver les réglages rapidement. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné parce que la voiture, j'aime beaucoup quand l'arrière en fait tourne autour du virage. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à trouver. Donc, on est en train de développer ça. On a des idées là et j'ai hâte qu'on ait une séance d'essai. Au niveau de la préparation physique, on sait par exemple dans les sports de combat, on a 6 semaines avant un fight, on est vraiment dans une espèce de focus où on est vraiment métro boulot dodo, préparation, combat, alimentation, etc. Vraiment, on resserre les choses pour être prêt, pour être fin prêt pour le premier, en l'occurrence le premier jour de course. Vous, donc, ça a été décalé d'un mois. Qu'est-ce qui a changé? Alors, comment vous êtes adapté justement pour décaler les choses et être prêt le jour J? Alors, nous, moi, de mon côté, en tout cas, je me laisse entre 3 semaines et 4 semaines de repos physiquement. Après, je suis quelqu'un qui adore la préparation physique, donc je continue le vélo malgré tout. Et je dirais que je prends jamais vraiment un repos complet où je ne fais pas de sport du tout. On a repris la musculation, évidemment, travail sur le cou, le dos, les bras, les épaules, parce qu'en IndyCar, sans direction assistée, c'est très dur sur les épaules et les mains et les avant-bras. Donc, l'avantage, je dirais, que la saison se soit un petit peu décalée, c'est qu'on a pu prendre un petit peu plus notre temps de manière graduelle. Je ne sais même pas si c'est français, graduelle. Ça fonctionne. De manière graduelle pour être vraiment prêt mi-avril maintenant. Donc voilà, c'est le seul changement. Raphaël? Et justement, vous détaillez un petit peu votre préparation. Est-ce qu'au cours de votre carrière, elle a été amenée à évoluer d'une année sur l'autre? Parce que ça fait un certain temps maintenant que vous êtes en IndyCar. Oui, tout à fait. Il y a évidemment la nutrition qui change avec l'âge également. La nutrition, l'hydratation, il y a clairement un changement dans le corps avec l'âge. Il faut s'adapter. Il faut, par exemple, faire plus de périodes de stretching maintenant, de façon à éviter de se blesser. Donc voilà, il y a ce genre de choses sur lesquelles il faut faire très attention. Les périodes de force dans lesquelles je rentre la semaine prochaine aussi, où là, c'est de la musculation lourde avec peu de répétitions qui sont faites pour gagner de la force. Là également, il faut faire très attention. Et je dirais qu'à travers les années, les voitures en fait, ont moins d'appui aérodynamique maintenant, donc on a moins besoin de faire de force. Donc le poids du pilote devient de moins en moins lourd. Voilà, donc on adapte un petit peu le cardio par rapport à tout ça. On réduit la force, on adapte le cardio. Tout dépend de comment évolue la voiture au fur et à mesure des années, en fait. Et on adapte le corps avec. Paul? Ouais, pour revenir à un plan plus sportif, vous allez commencer une 9e saison en IndyCar. Vous avez remporté le titre, les 500 miles. Pour une nouvelle saison comme ça, l'objectif, c'est lequel? C'est vraiment focus sur les 500 miles et après le championnat si c'est pas concluant, ou c'est un travail vraiment de longue haleine pour arriver à la meilleure position à la fin de l'année? Oui, je crois que cette année, je suis vraiment sur une dynamique j'ai envie d'aller chercher un autre championnat, ça c'est clair. Les 500 miles d'Indianapolis, j'ai une compréhension bien meilleure, je dirais, du système maintenant. Donc, ça me demande bien sûr beaucoup de concentration, mais pas seulement là-dessus, sur l'année. Donc, j'arrive à bien dissocier les deux. Mais c'est vrai qu'il y a deux objectifs, le championnat et les 500 miles. Alors, c'est un objectif, enfin, c'est deux objectifs très élevés, mais en étant avec Team Penske, on a pour objectif de remplir, de les remplir. Donc ça va vraiment être ça cette année. Raphaël? Et justement, donc vous parlez des 500 miles, vous avez parlé d'autres circuits. C'est vrai que dans votre discipline, on alterne entre l'ovale et des circuits avec des tracés un peu différents.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous et est-ce que c'est difficile de jongler entre l'un et l'autre? Aujourd'hui, c'est pas vraiment difficile de jongler entre l'un et l'autre pour moi. Non, c'est ce qui est plus difficile, c'est de passer, par exemple, des 500 miles d'Indianapolis. D'habitude, on a 3 semaines d'essai, 2 semaines à 3 semaines d'essai sur le speedway à 400 km/h sur une piste très lisse avec peu de bosses. Et la semaine d'après, on se retrouve après avoir fait une course mentalement hyper difficile et physiquement également. On se retrouve à faire une course à Détroit sur un circuit en ville hyper bosselé, le plus bosselé de l'année, le plus physique de l'année. Donc cette transition est difficile d'un point de vue physique et mental. Et elle est brutale, très honnêtement. Donc voilà, il y a des circuits, des transitions qui sont plus dures que d'autres. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou l'autre? Je dirais que je prends du plaisir dans chaque discipline. Ce qui est de plus en plus dur, c'est qu'il y a un gros niveau et sur les circuits routiers, il y a parfois 5 millièmes fait une grosse différence sur un week-end en qualification parce que si on arrive à passer dans le Fast 6, donc les 6 premiers pilotes en qualif, ça change complètement la dynamique du week-end par rapport à démarrer 12e. Donc c'est là où ça change beaucoup. Jimmy? Et justement, maintenant, pour la saison qui arrive, est-ce que vous pensez que la voiture est plus compétitive et plus fiable qu'en 2020? Alors, niveau fiabilité, honnêtement, je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'avec Penske, j'ai eu des problèmes mécaniques tellement la voiture est bien préparée. Et ça, c'est le gros avantage des grosses équipes comme Penske qui ont 3 voitures identiques et préparées avec des pièces neuves à chaque course. C'est vrai que c'est un gros avantage. Maintenant, on est en développement constant sur la voiture, que ce soit un point de vue aérodynamique, suspension. Les suspensions, c'est complètement libre en IndyCar. On a des amortisseurs en fait que l'on peut développer librement. Donc il y a beaucoup de travail sur les amortisseurs et je dirais qu'on est en constant développement pour ça. Et puis au niveau moteur, avec Chevrolet, on travaille également de façon très proche pour essayer de continuer à aider le moteur sur les circuits en ville où on souffre le plus. Mais sur les circuits type Speedway, on a un avantage par rapport à Honda. Donc ça, on le sait, c'est souvent comme ça. Et bon, c'est l'avantage d'avoir un Chevrolet et pour nous au Speedway. On a balayé l'actualité, votre actualité, Simon Pagenaud, dans la première partie de cet entretien. Maintenant, on a envie de s'intéresser plus à vous en tant que sportif, en tant que professionnel. Moi, j'avais une première question sur vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure un petit peu sur les performances physiques et mentales qui sont imprimées par le rythme de ces courses. Vous l'aviez dit aussi, vous vous entretenez très bien, il y a des préparations physiques constantes, etc. Mais on a l'impression que pour durer en IndyCar, et ça se porte dans votre carrière, c'est une sorte, comme on dit en anglais, de way of life. C'est vraiment un état d'esprit tous les jours d'être professionnel. Alors, ma question, elle est simple. Comment on le devient professionnel et surtout, comment on l'affine pour l'être encore plus? Alors, devenir professionnel en sport automobile en général, c'est la question? Oui, c'est ça. Oui. Comment vous, en fait, vous l'êtes devenu et vous l'avez… Je pense que c'est une question d'opportunité. C'est un petit peu comme tout métier, en fait. Il faut être là au bon moment. Moi, personnellement, je me suis battu. Honnêtement, il y a eu plusieurs périodes où j'ai pensé que le sport automobile allait s'arrêter et que j'allais sûrement revenir en France et faire un autre métier. Très franchement, j'y ai pensé plusieurs fois dans ma carrière. Je me rappelle de début 2008 où c'était vraiment mal parti puisque j'avais aucun volant en avril. Je me rappelle de 2005 où j'ai décidé de partir aux États-Unis parce qu'en Europe, les portes étaient complètement bloquées vers la F1. Donc voilà, c'est des décisions qu'il a fallu prendre qui étaient osées. Puisqu'en 2006, je pars pour les États-Unis. En 2008, je décide de réorienter ma carrière vers l'endurance. Et à chaque fois que j'ai fait ça, en fait, ça a permis à ma carrière de repartir et de prendre une plus belle ascension encore. Donc, je pense que voilà, j'ai eu un petit peu de chance dans mes décisions. Je pense qu'il faut toujours avoir un peu de chance dans la vie. J'ai eu de bonnes opportunités, mais j'ai travaillé jour et nuit et j'ai appelé les gens, je les ai, je dirais, ennuyés au téléphone pour qu'ils me donnent des opportunités. Ça a marché. Mais c'est vrai que ça a été de longue haleine et sans relâche. Et encore aujourd'hui, mon motto est parfois à tort, hein, je pense vraiment que le travail paye, mais parfois je le fais un peu trop et des fois ça me sert pas forcément. Donc voilà, pour moi ça a été ça, ma carrière a été de travailler beaucoup et d'espérer d'avoir un retour ensuite.
Et même en dehors de ça, cette professionnalisation, elle se fait aussi d'un point de vue alimentaire, au niveau du sommeil. Voilà, enfin, c'est une gestion millimétrée en fait de la carrière. Comment est-ce qu'on gère ça et aussi comment est-ce que tout simplement on n'est pas fatigué parfois peut-être par ce monde professionnel qui doit être assez éprouvant, on imagine. Ah, ça l'est fatigant, mais il faut justement, ça fait partie d'un équilibre en fait. Et c'est rigolo cette question parce que c'est des discussions que j'ai quasiment tous les jours en ce moment avec mon agent, par exemple, pour essayer d'organiser autour de moi une équipe qui, pas Penske, hein, l'équipe Simon Pagenaud, pour s'assurer qu'on extrait un maximum de moi-même. Donc il y a la partie mentale qui est très importante puisque c'est mon cerveau qui dit accélère, freine, tourne. C'est mes yeux qui regardent au bon endroit. Donc, c'est pareil, il y a aussi des recherches faites sur les yeux pour comprendre comment mieux exploiter sa vision. La partie physique, il y a la partie, très honnêtement, dont on est en train ce qu'on est en train de faire, la partie communication, la partie marketing. Et il ne faut pas oublier que moi, c'est aux États-Unis, mais également en France. Donc, il y a des personnes qui travaillent avec moi en France et des personnes aux États-Unis. Et je suis au milieu de tout ça et je suis vraiment le patron de l'entreprise. Donc, ce qui est difficile, c'est de ne pas dédier trop de temps pour l'entreprise et pas assez pour le sportif. Et c'est là où les choses deviennent compliquées. Quand on devient vraiment professionnel très haut niveau, c'est de réussir à bien organiser son temps de façon à, malgré tout, rester serein à l'intérieur, sans stress. Parce qu'avant tout, mon vrai métier, c'est d'être pilote et pas patron d'une entreprise. Donc, voilà. Mais là, c'est vrai qu'à un moment donné, pour un pilote, et on le voit sur certains pilotes en F1 notamment, ça devient compliqué à un moment donné de réussir à s'organiser. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi et puis il faut savoir être curieux aussi pour évoluer dans le bon sens. Paul? Vous disiez qu'en 2005, du coup, vous êtes parti aux États-Unis parce que les voies vers la F1 étaient bouchées. Au final, vous avez eu une très belle carrière aux États-Unis et tout. Est-ce que c'est un regret de ne pas être allé en F1, ou alors finalement la carrière que vous avez eue, ça a complètement effacé cette entre guillemets échec parce que finalement il n'y en a pas eu. Et est-ce qu'on peut espérer vous voir revenir en Europe pour quelques piges, notamment au Mans, quand on sait la nouvelle réglementation qui arrive et qu'on sait que vous avez déjà couru là-bas? Alors, c'est une très bonne question, très très bonne question. Et depuis le départ, très bonne question à tous, merci. Et puis ça change un peu aussi des questions habituelles, ça fait plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'excellents pilotes dans le monde. Il y en a plus que ce qu'on voit à la télé. Il y a des pilotes en GT qui sont meilleurs que certains pilotes de F1. Je remettrai ma main à couper et je le sais, je l'ai vu. Mais encore une fois, tout dépend des opportunités. Très honnêtement, je n'ai pas eu les opportunités, oui et non. Peut-être que je n'étais pas prêt au moment où je m'approchais de la F1. Je pense honnêtement, après, avec le recul aujourd'hui, que je n'étais pas prêt pour la F1. Je n'étais pas bien préparé. Je n'étais pas prêt, mais je n'étais pas bien préparé pour atteindre la F1 à un jeune âge de 22 ans, par exemple. Donc, si j'avais 22 ans aujourd'hui, avec tout le savoir que j'ai, je pourrais aller en F1 et ça marcherait. Mais voilà, ma route était différente. Il a fallu justement que les portes se ferment pour ouvrir l'esprit et penser à autre chose et devenir encore plus un meilleur professionnel. Donc, ça a été un mal pour un bien. Et puis, ma carrière aux États-Unis, honnêtement, est encore plus belle que ce que j'avais rêvé. Donc, aucun regret aujourd'hui. C'était mon parcours. Raphaël? Du coup, là, on parlait un petit peu de F1. Le sport auto, il se décline sur différentes formes. Il y a vraiment beaucoup de disciplines. Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui, à 36 ans, réfléchir à d'autres défis, d'autres disciplines? Je pense notamment au Dakar qui s'est terminé il y a quelques jours. Est-ce que ça fait partie des disciplines qui vous intéresseraient peut-être à l'avenir? Alors pour l'instant, je suis encore vraiment très concentré sur l'IndyCar. Il y a encore plein de choses que je souhaite accomplir pour moi-même, très honnêtement, parce que j'ai prouvé que je pouvais gagner le championnat, j'ai prouvé que je pouvais gagner les 500 miles, mais pour moi-même, à l'intérieur, des choses que je ne vais pas expliquer au public, mais il y a des choses que je veux accomplir à l'intérieur de moi-même qui sont très importantes à mes yeux. Et c'est en IndyCar parce que j'aime le type de compétition. Maintenant, il est clair, et je l'ai dit, que les 24 heures du Mans m'intéressent. Je souhaite revenir. Après avoir fini deuxième en 2011, je souhaite tenter l'aventure pour remporter la victoire. Donc, on verra les opportunités qui viennent. Mais il est clair que c'est très intéressant avec le nouveau règlement qui arrive. Et il y a de l'intérêt de la part de plusieurs
constructeurs. Donc, on va voir ce qui se passe dans le futur. C'est encore un peu tôt pour en parler. Le Dakar, oui, peut-être. Le SAM, je n'y connais rien du tout, très honnêtement. Et, ce qui m'intéresse, c'est le rallye. Et quand les choses se ralentiront un peu, j'aimerais pouvoir me concentrer sur le rallye du Monte-Carlo. C'est marrant parce que c'est à l'inverse total en plus, parce que sur du rallye, on est sur des spéciales, donc par définition, ça va quand même assez vite. C'est très nerveux, bon, comme l'IndyCar de toute façon, mais là aussi, on est sur différentes surfaces, on est sur de la terre, parfois sur de la neige en Finlande, etc. Enfin, oui. On est vraiment à l'extrême opposé, quoi. C'est clair, mais j'ai toujours été passionné de rallye avant tout. Au départ, en fait, ma vraie passion, c'est le rallye. Et il se trouve que le circuit du Val de Vienne, c'est monté à côté de chez moi, à Montmorillon. Donc, c'est un circuit en bitume, voilà, et les opportunités ont démarré à partir du circuit du Val de Vienne. Donc, voilà, j'ai appris à piloter sur circuit, malgré le fait que j'ai aussi beaucoup piloté sur terre et sur gravier. Donc, voilà, c'est une passion que je n'ai pas pu complètement assouvir. J'ai fait quelques rallyes qui sont très bien déroulés, mais ce sera pour plus tard et vraiment pour le plaisir. Je ne sais pas si je serai doué ou pas, mais en tout cas, je le ferai pour plaisir. Jimmy. Du coup, on a parlé un peu des 24 heures du Mans. Est-ce qu'un jour, gagner les 24 heures du Mans avec une voiture du team Penske, ça serait quelque chose d'envisageable? Ça aurait été, malheureusement, le programme d'endurance Penske s'est arrêté à la fin de l'année dernière. J'espérais énormément que ça puisse se faire parce que Roger Penske a une passion pour le Mans auquel il a participé d'ailleurs en tant que pilote. Et il sait à quel point je suis passionné par cette discipline aussi et ce que ça veut dire pour moi en tant que Français. Donc, je sais que Roger Penske souhaiterait revenir au Mans un jour. Et j'espère au niveau du timing que ça pourra se faire, on verra. Mais très honnêtement, il n'y a rien pour l'instant, donc on croise les doigts. On a parlé automobile, on a parlé futur, on a parlé présent, etc. Moi, j'ai aussi envie de parler un petit peu pas forcément de l'héritage, mais de l'inspiration. Vous êtes évidemment une inspiration pour déjà les jeunes, mais aussi pour les autres pilotes quand même, puisque tout le monde n'a déjà pas gagné les 500 miles, tout le monde n'a pas duré autant, puisqu'il y a aussi cette question de la longévité qui est inspirante pour nous suiveurs et pour les autres pilotes, évidemment. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qu'on peut apprécier déjà aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à apprécier ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de l'après, c'est-à-dire quelque chose que vous allez encaisser et savourer plus tard? Ah non, je l'apprécie tous les matins au réveil, ça c'est clair. Après, il y a une pression. La pression, c'est de vouloir le refaire et la pression d'être un champion des 500 miles d'Indianapolis et d'être au niveau de ce que les gens attendent d'un champion des 500 miles d'Indianapolis. Donc, non, il y a une énorme fierté. Et très honnêtement, dans mon voisinage, le matin, quand je promène Norman, mon chien, les gens me le rappellent. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ils savent qu'ils ont un voisin qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis et sont heureux de me rencontrer. Donc, ce matin, j'ai été tout simplement à la préfecture pour mettre une plaque d'immatriculation sur ma voiture et il y a quelqu'un qui m'a reconnu par rapport aux 500 miles d'Indianapolis. Donc, c'est grandiose, c'est une course incroyable et c'est un honneur d'avoir été un de ces champions. Et maintenant, l'objectif, c'est de l'être à nouveau. Raphaël. Je me demandais en tant que Français, souvent quand on pense à l'IndyCar ou aux 500 miles d'Indianapolis, on pense à vous, on pense aussi à Sébastien Bourdet. Vous êtes souvent tiré la bourre avec lui. Quelle est votre relation avec lui? Est-ce que vous vous voyez de temps en temps en dehors de la discipline? Oui, avec Sébastien, on s'entend très très bien. C'est un très bon ami et Sébastien m'a aidé à venir aux États-Unis au tout départ. Donc, pour moi, c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Et puis voilà, on a de très bonnes relations. Après, en piste, en piste, c'est chacun pour soi. Mais c'est clair que c'est un mec extra et qui a beaucoup fait pour moi. Donc, ça, je le garderai toujours dans mon cœur. Jimmy. Quand vous regardez un peu dans le rétro de votre carrière, de quoi êtes-vous le plus fier finalement? Honnêtement, je crois que ma fierté, elle vient du fait qu'à 4 ans déjà, j'ai dit à toute ma famille que je voulais être pilote automobile. À 13 ans, quand je suis monté dans une monoplace pour la première fois, je savais que c'était ce pourquoi j'étais né. Et ensuite, d'avoir dit à mes parents que c'est ce que je souhaitais faire, c'est ce que j'allais faire. Et
Et de l'avoir accompli aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté énorme. Et d'être arrivé en haut de la pyramide, c'est encore plus spécial. Voilà, c'était un rêve qui est devenu réalité, pour lequel j'ai travaillé toute ma vie, j'ai dédié ma vie à ça. Et je suis fier de pouvoir dire aujourd'hui, et je serais fier de pouvoir dire à mes enfants plus tard que j'ai travaillé depuis l'âge de 4 ans avec ce rêve en tête et que les rêves sont réalisables. Donc, elle est là, la vraie fierté à l'intérieur. Maintenant, d'avoir le baby-borg à la maison, ça restera ma fierté jusqu'à la fin des jours. Finir sur un beau message d'espoir et de passion peut-être pour finir cette interview. Je ne pouvais pas rêver mieux, moi, en tant qu'animateur de cet entretien. En tout cas, écoutez, je pense qu'on a fait un tour complet. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous remercier, vous déjà, Paul, Jimmy et Raphaël, pour cet entretien. Et évidemment, vous, Simon Pagenaud, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous tout ce temps-là. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette saison d'IndyCar qui se profile, et puis d'avoir toujours soif de défis, comme vous nous l'avez dit, puisque c'est vrai que le sport automobile est magnifique, on adore le suivre, et on vous souhaite évidemment le meilleur. Merci en tout cas, Simon Pagenaud, d'avoir été avec nous dans cet entretien. Merci beaucoup à vous et bon courage. C'est un entretien super sympa. Merci. De Simon Pagenaud, 500 miles d'Indianapolis, il l'a fait. Et voilà, il s'impose le drapeau à Damier, non ? La victoire de Simon Pagenaud